Donc Cathy Drouchot-Pernot, je suis l'initiatrice de cette journée avec Nicolas et Géraldine. Et voilà. Donc, oh, on a la carte qui vient de... Pour elle aussi, c'est la fin de la journée, elle fatigue un peu. Donc oui, initiatrice de cette journée, je porte un projet de tiers-lieu qui est en train de prendre forme sur la commune de Corbreuse, donc dans le 91 à côté de Dourdan. Voilà, et j'échange avec un certain nombre de tiers-lieux autour de la table pour essayer de les accompagner et de les aider dans le cadre de l'association Lumen. Voilà. Donc notre premier intervenant, ça sera Alexandre, voilà, qui est le président de l'association Au Cœur des Possibles à Dourdan, qui est un jardin pédagogique. Ensuite, nous aurons Constance, que certains d'entre vous ont rencontré, puisque Constance est la gérante du tiers-lieu Force de Vivre à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc vous avez pu voir son équipe aussi ici. Et certains ont pu déguster les jus de fruits et petites douceurs de l'équipe de Force de Vivre. Ensuite, nous aurons Yvan Lubraneski, donc, qui est le maire des Molières, et double casquette, maire des Molières, et vice-président de l'association des maires ruraux de France. Voilà, et nous finirons par Christelle. Vous avez vu, nous avons gardé la parité, un homme, une femme, un homme, une femme. Donc, voilà. Donc, et Christelle, qui est enseignante-chercheuse, et qui a écrit une thèse sur le pouvoir d'agir, donc qui est le thème qui se cache derrière la thématique de notre table ronde. Voilà. Donc nous allons alterner assis debout, mais voilà, c'est pour vous garder captivés. Bonsoir à tous. Donc, je vais me mettre debout, je serai un petit peu plus à l'aise pour prendre la parole face à vous. Déjà, je voulais te remercier. Merci Cathy de m'avoir invité pour cette table ronde. Et donc, comme elle vous l'a dit, je m'appelle Alexandre. Je suis co-président de l'association Au Cœur des Possibles. Donc, c'est une association qui se trouve à Dourdan. Et donc qui est issue d'un projet qu'a initié une des fondatrices, Marie Fofana. Et donc c'était un projet de reconversion au tout début. Donc on a un jardin effectivement en centre-ville de Dourdan où on y fait de la permaculture, mais aussi il y a un deuxième volet sur cette association, c'est l'association à visée pédagogique, puisque on a initié aussi des salons de découverte éducative pour pouvoir en fait répondre un petit peu à la problématique qui est de la transformation individuelle. Donc moi c'est un petit peu plus là-dessus que je vais discuter par rapport à mon intervention. C'est la transformation individuelle que peut nous apporter un tiers-lieu. Donc le projet initial de Marie Fofana, elle voulait faire un écolieu, et donc elle s'est un peu expérimentée sur le jardin au sein de Dourdan, puisque la commune lui a mis à disposition ce jardin. Et on a du coup, avec tout le collectif qui s'est créé autour de ce projet, défini une raison d'être, et puis essayer de vivre en fait les valeurs de cette raison d'être. Donc c'est un vaste projet. C'est quelque chose qui dure depuis quelques années maintenant, puisque le jardin on l'a depuis 2018. Et pour en revenir un petit peu à justement écolieu, tiers-lieu, gouvernance partagée, un petit peu tout tous les thèmes qui gravitent autour de cette mouvance, si on peut l'appeler une mouvance. La transformation individuelle, à mon sens, est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que si on souhaite mettre en place des modes de gouvernance dits partagés au sein de ces tiers-lieux, il faut être prêt vraiment
à laisser son ego de côté. Voilà. Donc ça pourrait poser la première question, ici. Qui est prêt à mettre son ego de côté? Ça, c'est déjà une question. Déjà, est-ce qu'on sait ce que c'est notre ego? À quel moment il se manifeste? Dans quel cas il est là, il est présent? Comment je peux batailler avec lui au quotidien? Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Bon, ça ne fait pas partie de notre culture. Nous, c'est vrai que notre culture, on est plutôt un petit peu conditionné. Les personnes du Nord, donc, notamment les Danois, donc, qui sont les rois du bonheur, je pense qu'eux apprennent très rapidement à se centrer sur leur ressenti. Vraiment. Et donc, quand on s'engage vers ce processus, le stylo en tombe. Voilà. Quand on s'engage vers ce processus de transformation individuelle, c'est la clé en fait, de se baser sur nos ressentis pour pouvoir arriver à les exprimer dans la relation de manière collective. Donc là, les mots que j'utilise sont choisis. C'est vraiment très très important. Parce que après, la gouvernance partagée va faire appel à des outils, d'accord, qu'on veut peut-être mettre en place dans les tiers-lieux, qu'on appelle la communication non violente. Très bien. Bon, qu'est-ce que c'est? Je vois que tu prends des notes. Et puis après, il y a tout un tas de modes de fonctionnement en gouvernance partagée, donc un petit peu plus collective, basés sur le consentement. Voilà, donc le consentement aussi, comment on utilise ça, comment on le fait vivre, les objections. Voilà. Finalement, on a le droit d'exprimer son point de vue, on a le droit qu'une autre personne exprime son point de vue, on n'est pas d'accord avec elle, elle peut avoir des objections, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de se fâcher. Ça peut nous donner de la colère en nous, mais la colère qui est en nous, elle nous appartient, elle n'appartient pas à l'autre. Et on n'est pas obligé de la déverser sur l'autre personne. Et ça, vous voyez, tout ça, c'est important pour justement, dans les relations sociales, collectives, de trouver une bonne entente et une bonne direction, un bon collectif bien soudé qui comprend ces règles-là, qui travaille individuellement pour pouvoir justement se sentir bien, tout simplement, et être heureux et donc se dire ok, t'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave, moi j'avais un autre point de vue, mais c'est pas un souci. Donc ça, c'est mon temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ça c'est important. C'est important que je sache ça. Non, moi, ça me fait très plaisir d'être là, clairement. Donc, de parler de ces sujets-là, moi, c'est quelque chose qui m'anime. Voilà. Donc, par ailleurs, voilà, je suis professeur de yoga, donc c'est pareil. La transformation, mettre son mental de côté quand il agit, tout ça, c'est vachement important. Quoi dire d'autre? Je peux finir avant, mais j'aimerais aborder plein de sujets en fait. Si tu me laissais plus de temps. Non. Mais du coup, tiers-lieu, transformation individuelle et collective. Il y a quelques notions qui sont relativement importantes parce que, voilà. Moi, j'ai engagé une formation sur la gouvernance partagée pendant le moment du confinement. L'association, on était tous chez nous. Et puis, voilà, j'ai bénéficié de pouvoir suivre l'université du Nou. Hein. Donc, ils avaient fait un MOOC sur la gouvernance partagée. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance partagée? Avec des modules bien intéressants, justement, qui parlent de la communication non violente, de ce chemin, en fait, qui est important. Mais il y a aussi une notion qui est assez importante à comprendre, c'est de se dire, et ils le disent dès l'introduction, attention parce qu'on peut agiter ce totem, la gouvernance partagée, c'est bien, c'est super, mais ça peut être aussi un moyen de faire plus compliqué les choses, alors qu'on pourrait le résoudre de manière simplement. Donc
c'est peut-être pas forcément non plus la panacée, quoi. Moi, je peux vous en parler en tant qu'individu. On a une expérience au sein de l'association. On a créé ce qu'on appelle le Cercle Cœur. Bon. Donc le Cercle Cœur, c'était justement ces personnes un peu fondateurs de l'association et qui portaient les valeurs de l'association. Et puis pendant le confinement, on a eu ce moment où on a eu une personne qui a pu nous initier à la communication non violente, donc via Zoom, parce que lui était lui-même formé à la communication non violente. Par ailleurs, moi j'ai suivi la formation en gouvernance partagée, et donc on a eu une émulsion et on a créé ce cercle cœur. Donc dans nos relations, à chaque fois qu'on était en réunion, on essayait d'appliquer les postures de gouvernance partagée, être basé sur ses ressentis, ne pas générer des intentions négatives en haussant les yeux, d'être à l'écoute vraiment de la personne. Donc il y a tout un tas de postures, il y en a 8 au total. Et puis finalement après on sort du confinement et puis on reprend petit à petit l'association, le rythme de l'association. Et il y a d'autres bénévoles qui ne participent pas à ce cercle cœur et qui ne comprennent pas bien ce que c'est. Ils ne comprennent pas bien c'est quoi ce cercle cœur, c'est quoi son rôle. Et ça aussi, c'est aussi un petit écueil auquel on est tombé dedans, hein, clairement. Et donc, il y a des interrogations qui sont levées. Et voilà, après, il ne faut pas non plus se dire que... comment dire ? Il y a la notion de pouvoir. Là, le pouvoir, souvent, c'est un mot qui fait peur. Quand on parle de pouvoir, je veux pas savoir pouvoir. Non. Mais si, pouvoir, tu as le pouvoir, tu es souverain sur tes choix, encore. Et cette notion de pouvoir, comment elle est distribuée collectivement, en gouvernance partagée, c'est quelque chose qui doit être aussi bien compris et bien discuté. De manière à voir comment on se positionne entre... la souveraineté, c'est mon pouvoir, ou lâcher prise. Je laisse un petit peu, finalement, le pouvoir de l'autre s'exercer. Et donc, pour en revenir au cercle cœur, je pense, de mon point de vue, je ne veux pas engager les autres personnes, mais que on a un petit peu, on est tombé dans cet écueil à vouloir donner des directions. Donc là, j'ai terminé, c'est ça ? Okay. Donc je serais ravi de discuter avec vous d'un petit peu plus, au moment du repas. Alors, je suis pas sûr de pouvoir rester. Non, c'est pas. Je te dis clairement, je reste pas. Je vais pas faire je suis pas sûr, je suis poli. Non, je vais pas rester. Et donc voilà. Après, place aux questions. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir été à peu près compréhensible. Et je passe la parole à toi. Merci Alexandre. Du coup, effectivement, mais il y a une bonne transition entre vos deux discours. Vous allez, effectivement, Constance va continuer sur le rôle, la suite et le rôle du fondateur et comment le fondateur se positionne par rapport effectivement au reste du collectif. Voilà. Bonsoir à tous. Je vais aussi me lever parce que je suis pareil, je n'aime pas rester assise. Donc ravie d'être là. Moi je suis à l'initiative d'un projet qui est assez particulier puisqu'il porte sur un sujet qui en général fait peur à tout le monde, qui est celui de l'inceste. Donc voilà, ça c'est dit. Alors je suis venue vers la gouvernance horizontale par le biais de l'inceste, bizarrement. C'est-à-dire que ça fait à peu près 15 ans que je travaille sur ce sujet, à savoir comment accompagner les personnes concernées par ce sujet, comment accompagner la réappropriation du pouvoir d'agir de ces personnes, puisque finalement, c'est avant tout ça le problème. Ce sont des personnes qui sont élevées à ne pas avoir le droit d'agir pour soi. Donc, comment faire en fait pour que ces personnes puissent se reconstruire durablement et sainement, entre guillemets, c'est-à-dire dans une direction qui est de faire de son expérience quelque chose de positif, puisque finalement ce sont des personnes qui ont fait l'expérience du rapport hiérarchique dans toute sa splendeur en termes d'abus, et donc ont cette expérience-là, comment la mettre au profit pour co-construire une société, j'allais dire, beaucoup plus juste et beaucoup plus humaine, à savoir dans le respect de soi et de l'autre, et à savoir aussi du vivant, bien évidemment. Donc comment arriver à construire ça ?
Donc ça a été un peu mon sujet pendant 15 ans, et ce qui m'a amené progressivement à faire toute une étude de terrain sur les différents mouvements, les différentes manières d'accompagner les personnes, les différentes manières d'accompagner les professionnels, les différentes manières d'accompagner les proches, et aussi, bien évidemment, le grand public, qui est, comme les autres, assez mal avec ce sujet-là. Donc c'est comme ça que peu à peu, l'organisation de Force de Vivre a pris naissance dans ma tête, et que j'ai commencé à essayer de le mettre en place il y a quelques années, via une association qui s'appelait à l'époque Fragment de Vie, et qui m'a permis de m'intégrer sur le territoire de la vallée de Chevreuse, que je ne connaissais absolument pas. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que voilà, je suis investie de ce projet, comme vous l'avez compris, je suis habitée par ce projet, je vis avec ce projet, c'est un projet de résilience. Donc comment, en tant que fondatrice, comment en tant que personne individuelle, parvenir à cet exploit de faire en sorte que ce projet totalement individuel devienne un projet collectif. C'est pas une mince affaire. Donc en fait, j'ai repris les études au CNAM avec cette question de comment faire de mon projet totalement individuel un projet collectif, puisque la réussite du projet, c'est une gouvernance partagée. Alors voilà les questions qui m'habitaient, et donc j'ai été au CNAM faire la formation responsable associatif et coopératif avec des professeurs tels que Jean-François Drapery, Alex Margado et d'autres, qui m'ont permis de réfléchir et d'avancer sur ces questions-là, et m'ont amené à découvrir le monde de la coopérative, qui personnellement a été une révélation, clairement, puisque les personnes qui travaillent dans la coopérative deviennent acteurs, et grâce à la double qualité, et deviennent à la fois travailleurs et à la fois son propre patron. Et si on comprend la problématique de l'inceste, c'est assez magique, puisque c'est ce qui nous est totalement interdit. Donc j'ai rencontré des gens, j'ai essayé de fédérer autour de ce projet, mais je restais Constance, Force de Vivre, et on vient aider Constance, c'est génial, on aide Constance, qui est un super beau projet, et puis on aide Constance. Sauf que non, en fait, on ne vient pas aider Constance, on vient porter, co-partager un projet qui est celui d'une proposition, une hypothèse d'accompagnement des personnes concernées sur ce sujet-là. Sauf que ça passait pas. Et donc j'ai réfléchi à comment faire, en fait, pour que... qu'est-ce qui faisait que... J'allais dire la place auréolée du fondateur, hein, parce que c'est quand même une place assez particulière, fait qu'on est à la fois très isolé, puisqu'on est celui qui, soi-disant, sait tout, celui qui doit tout porter, et en même temps, c'est pas du tout le but d'une gouvernance partagée, quoi. Donc comment faire pour que les gens, en fait, autour, qui viennent et qui se fédèrent autour, se sentent légitimes de s'approprier un projet qui n'est pas le leur? Comment faire pour que ces personnes se sentent reconnues lorsque eux-mêmes apportent quelque chose qui, finalement, au départ, apparaît tout petit, puisque la fondatrice a apporté une réflexion, a apporté. Donc, à côté, on arrive, on donne un petit coup de main, on a l'impression de rien apporter du tout. Et donc, ça crée des problématiques à l'interne de à quoi je sers, de toute façon, et voilà. Donc, il y a des problèmes de légitimité, des problèmes de reconnaissance, des problèmes de toute forme, en fait, qui apparaissent, et un autre problème qui s'appelle le silence, et dont tu viens de parler, et qui est le silence de qui je suis. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? On vient d'un monde où le modèle dominant est un modèle assez hiérarchique, où on parle de fonction à fonction. La fonction du président, la fonction du fondateur également, une fonction qui est la fonction reconnue, n'est-ce pas? Et puis les autres fonctions, elles sont là pour servir la fonction dominante. Donc quand on veut, on peut être d'accord sur le papier, mais dans le vécu, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et donc il y a un silence qui se passe, des non-dits, des difficultés à oser dire non, à oser s'imposer, à oser s'affirmer, à oser dire finalement la fondatrice est très sympa mais je suis pas d'accord avec elle. Mais qui je suis pour dire que je ne suis pas d'accord avec son projet? Mais c'est pas... Voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Et donc effectivement le processus de décision par consentement est un outil assez magique qui permet en fait à chaque acteur, en tout cas en passe de devenir acteur de ce projet, de se positionner. Et finalement, nous, à Force de Vivre, on finit par dire qu'on s'accompagne
dans l'émancipation d'un modèle, qui est un modèle, le modèle dominant, celui qui est basé sur des rapports de hiérarchie et de fonction, pour s'accompagner et trouver ensemble la manière de rentrer dans un rapport de coopération, à savoir de personne à personne. Donc oui, quand on parle de transformation individuelle et de transformation collective, c'est clairement pour moi une école en fait. On est à l'école et tous les jours on apprend à verbaliser, à oser dire, à oser s'affirmer, à oser prendre de la distance et avant tout à se différencier, en tout cas pour la place du fondateur, à se différencier du projet. Parce que c'est quand même la base de la grosse difficulté pour un fondateur, c'est comme avec un enfant, quand vous l'avez porté, quand il sort, il faut l'accompagner pour qu'il s'envole et pas pour qu'il reste à la maison à côté de soi. Donc ça c'est voilà en quoi il y a un vrai mouvement, un vrai processus qui fait que chaque individu, si on arrive à tisser un lien de confiance, alors nous à l'interne on a clairement pris le taureau par les cornes, on se fait accompagner, on s'accompagne pour véritablement verbaliser ces difficultés-là. Et surtout la plus grosse difficulté, c'est que quand on vient dans un projet comme ça, on ne s'attend absolument pas à devoir faire tout ça. Donc on se dit, moi je viens faire un peu de potager, c'est quoi le problème? Et on se retrouve à devoir faire de l'introspection. C'était pas du tout pourquoi j'étais là, donc ça peut engendrer quand même certains conflits. Mais qu'est-ce qu'elle a? De quoi elle se mêle? Bah oui, mais si tu verbalises pas de pourquoi tu te sens pas bien, tu comprends, ça va pas le faire. Oui, mais bon, ça te regarde pas. Bah un petit peu quand même, parce que là, on sent bien qu'il y a un malaise. Donc voilà, c'est toutes des difficultés qui sont là au quotidien et qui nous font grandir véritablement. Et donc, pour terminer, j'ai réalisé une histoire de force de vivre qui m'a été assez thérapeutique, en tout cas pour moi, et je crois assez intéressante pour les personnes qui travaillent avec moi. Ça s'appelle l'histoire de force de vivre, c'est-à-dire que je suis partie de l'origine, et puis j'ai retracé l'apport de toutes les personnes qui sont passées par force de vivre, qui sont passées par la 5 minutes, qui sont passées par la 20 ans, qui se sont engueulées, qui se sont pas engueulées, bref. Ça a été vraiment, et tout d'un coup, en relisant l'histoire de force de vivre, ça replace tout le monde à sa place. C'est-à-dire qu'on mesure, en fait, tout d'un coup, que le fondateur, il a une place très définie et très cadrée, finalement, et que chacun, finalement, vient apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est assez magique, en fait, parce que d'un coup, les fonctions disparaissent et on se rend compte que le projet vit tout seul. Il a une vraie... On parle de personne morale, quand on parle d'une structure. Et tout d'un coup, on découvre cette personne morale et on se rend compte que voilà, elle se définit et que par les rencontres de chacun, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, permet à cette personne morale de se structurer, de s'individualiser, de se différencier, de s'affirmer et bref, d'exister de plus en plus. Et quand on vit ça, donc, je le dis sincèrement, j'ai encore les frissons, tout d'un coup, on se sent partie prenante d'une grande aventure humaine. Et on n'est plus du tout dans des histoires de rôle et de fonction, mais vraiment dans un rapport d'aventure collective qui nous emporte au-delà, j'espère, du système de domination. Voilà, merci. Wow. Et en plus, tu as respecté le timing, nickel. Tu auras besoin de... D'accord, je promis, je mettrai le... Donc voilà, maintenant, après ces derniers mots émouvants, j'avoue, de Constance, Yvan. Merci Cathy, merci donc à vous trois pour cette organisation que vous avez partagée, je pense, très largement avec beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Et puis avec le soutien, je reconnais ici aussi quelques agents, et notamment Sandrine Missakian, la mission du parc naturel régional qui est réellement, et c'est l'occasion de le rappeler, puisque on a une attention tout à fait sage de toute la salle, à disposition des futurs porteurs de projets sur le territoire du parc naturel, en tout cas. Je crois qu'on peut l'applaudir. Oui. Voilà. Je la remercie. Je ne la vois pas d'ailleurs.
Alors, il est pas loin. Voilà. On lui transmettra. Voilà. Bon, je suis un peu le politique de cette table ronde, hein. Donc je vais m'attacher à essayer de donner aussi un peu ce regard, mais j'ai pas forcément un regard extrêmement académique sur la question, dans la mesure où c'est vrai que dans notre village des Molières, en 2013, donc en fait un an avant l'élection municipale, un autre type d'esprit a tenté de germer. Je veux dire que le germe a pris, mais qu'on est confronté, là pour le coup, à de la communication violente, là pour le coup, à des questions de rapport de force qui sont extrêmement présents dans les milieux politiques, et pas simplement à la politique à laquelle on pense, c'est-à-dire ne serait-ce que la relation de la gauche à la droite, pour ce qu'il en existe, encore des repères, et il y en a. C'est aussi le rapport de force par rapport au pouvoir. En fait, hein, la vraie question, c'est la question du pouvoir, c'est la question de est-ce qu'un élu, c'est une fonction ou est-ce que c'est un métier. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même problématiques et que je ne vais pas vous apprendre. Mais donc du coup, effectivement, avant de parler un peu des tiers-lieux, je préfère quand même vous renseigner sur la démarche qui a été effectivement la mienne, et je partage aussi ce qui a été dit avant, et dans le sens où cette intention était la mienne, mais il était très important que très rapidement on la partage et qu'elle ne pèse pas uniquement sur moi, même s'il fallait accepter une part de leadership, être aussi une locomotive pour entraîner, mais essayer de faire en sorte que l'idée ensuite soit portée et le projet soit porté par un maximum de personnes. C'est ce qu'on a construit dans notre commune. Alors c'est plus ou moins connu, mais je voulais quand même le rappeler. Et c'est à partir de là qu'effectivement on s'est retrouvé dans une élection municipale où il n'y avait qu'une seule liste. Ça a recommencé en 2020 également, parce qu'effectivement il y avait eu un temps très long, d'une année en amont pour travailler ensemble, construire un projet et ne pas avoir d'exclusive, ne pas considérer qu'une personne n'ait pas de place autour de la table. D'ailleurs, la meilleure définition, en tout cas que j'en ai trouvée, c'est de dire que il y a toujours de la place pour chacun autour de la table, et qu'en fait, la seule personne qu'il faut éventuellement il faut éventuellement lui demander de sortir, c'est si elle considère que des gens n'ont pas leur place, en fait. Voilà. Et que vous trouvez quelqu'un qui a ce genre de... ça va être effectivement d'une toxicité pour un projet collectif qui va être vraiment très, très complexe. Alors soit cette personne est capable d'évoluer, soit effectivement il faut s'en séparer parce que voilà, il faut vraiment avoir des gens qui ont cette capacité à dire voilà, il y a de la place pour tous dans le projet. Alors, je vais vous parler un petit peu il y avait dans la présentation de base le mot territorial, donc effectivement, alors il y a déjà ce qui peut se passer dans un village, où voilà, je pense qu'aujourd'hui on est relativement à l'aise avec ça parce qu'on a porté des projets qui étaient partagés, on a encore construit notre projet municipal de la même façon, c'est-à-dire on est parti d'un exercice simple, chacun avait droit à 3 post-it et je ne faisais pas exception parce que j'étais le maire sortant et parce que j'avais été le pilote, j'avais pas plus de post-it que les autres et c'est à partir de là que la construction s'est refaite et que j'avais d'ailleurs eu un message assez clair là-dessus. Le leadership et la place de chacun, ça devait être des choses naturelles, et pas des choses imposées. Voilà. Par contre, effectivement, au-delà de notre village, pas facile, le monde politique, et notamment ce qu'on a appelé les espaces de coopération intercommunale. Il y a toujours le mot coopération dans la loi, mais en fait, dans les faits, c'est extrêmement rare. Et
C'est un des combats et c'est ce qui a fait que j'ai trouvé intéressant de militer, parce que vraiment c'est une association dans laquelle on milite. Vous connaissez plus l'association des maires de France, et l'association des maires ruraux de France, il y a une formule, c'est pas moi qui l'avais trouvée, c'était Vanny Berberian qui a été longtemps le président des maires ruraux de France, et qui disait à l'association des maires de France on adhère, et l'association des maires ruraux de France on milite. Et là, ça fait effectivement une différence, notamment dans cette conception de ce qu'est ou de ce que peut être la démocratie, et notamment en proximité, et de faire en sorte que cette belle idée, parce que je maintiens qu'y compris à l'échelle de notre pays aujourd'hui, avec tout le bagage intellectuel qui a pu être celui du siècle des Lumières, on n'est pas forcément les meilleurs. Il y a eu des exemples donnés, les Danois, certaines démocraties du Nord sont assez impressionnantes de ce côté-là. La culture de la coopération, comme vous le savez, existe beaucoup plus en Allemagne qu'en France, y compris dans le milieu de l'entreprise et partout. Et donc on est loin d'être les champions du monde, et on a des grandes marges d'amélioration. Et pour ce faire, il faut que les citoyens dans leur commune et la commune dans son environnement soient respectés. Et ça, c'est pas forcément évident. Et simplement respecter, ça veut dire que c'est une part aussi de la coopération, c'est un élément, et on essaye de mettre en place de la coopération. La politique telle qu'elle est pratiquée dans notre pays, malheureusement, c'est avant tout quand même du rapport de force. Il va y avoir du rapport de force qui va être fondé sur des idéologies et des dogmes, et puis il va y avoir des rapports de force fondés sur des pouvoirs, y compris des pouvoirs locaux. Je ne veux absolument pas taire cette partie-là des choses qui, du coup, vont faire que, notamment, une des particularités de l'animal politique, c'est qu'il va plutôt essayer de s'entourer de gens qui ne lui font pas d'ombre. Et donc, il n'y a rien de pire pour ne pas recruter les talents, finalement, autour de soi, et de ne pas aller chercher le meilleur chez les uns et chez les autres. On va plutôt essayer finalement de pomper les uns et les autres, et de s'assurer à la fois le leadership, qui ne semble pas naturel comme ça, et d'essayer de capitaliser là-dessus. Alors moi, je terminerai mon propos plus sur la question des tiers-lieux, et pas forcément d'ailleurs un propos en mi-teinte, c'est-à-dire un aspect très positif. On va finir par l'aspect positif. L'aspect très négatif, vous l'avez peut-être senti depuis quelques temps, je vous parlais, y compris notre expérience au Molière. Jean-Paul, qui est dans notre équipe municipale, pourrait en témoigner aussi. Et je pense que vous le voyez, y compris dans vos aventures, qu'elles soient associatives ou à travers les tiers-lieux et les projets que vous montez actuellement, on assiste à un déclin extrêmement rapide du bénévolat. On en a entendu en parler depuis des années, de plus ou moins larvé, en disant oui, les gens s'investissent moins, etc. C'est la société de consommation, etc. C'est vrai que c'est ça. Et c'est vrai que la crise du sanitaire ne nous a pas aidés de ce point de vue-là, avec un certain repli sur soi de la part de beaucoup de gens, dans une situation où finalement, en dehors de ce qu'on peut appeler la médiation familiale, et puis les connexions qu'on peut avoir dans les milieux professionnels, finalement, en dehors de ça, il n'y a pas d'autre vie sociale dans la définition finalement que nous impose à un moment donné la société, et puis parfois aussi la force des choses. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux, parce que je pense qu'une société avec des gens qui font uniquement fonction est une société foutue. Et bon, par conséquent, tout ce qu'on peut faire naître d'autre a réellement de la richesse à mes yeux. Ça nous a mis sur le point positif. Alors là, sur le reste, moi, j'ai pas trop de solutions. Je pense qu'il peut y en avoir, y compris dans la loi. On parle depuis longtemps, à la fois d'ailleurs du statut de l'élu, mais aussi du statut du bénévole,
de pouvoir peut-être, puisque bientôt on va voter des choses sur la retraite, hein, qu'on pourrait peut-être considérer que la vie les heures de bénévolat peuvent compter aussi là-dedans. C'est pas encore gagné, hein, mais je sais qu'on est quelques-uns à l'avoir déjà susurré aux oreilles des parlementaires. Mais ça pourrait être effectivement un point. Alors en tout cas, c'est très important que cette partie-là soit de la vie soit valorisée et soit mise en avant. Nous, on essaye de le faire modestement au niveau de notre commune. On n'a jamais vu encore germer de tiers-lieux à proprement dit, mais très près, les serres de Baudreville, bon voilà, c'est le fleuron voisin des Molières, notamment animé par un apiculteur, hein, qui était comme toi pour ton tiers-lieu le déclencheur, et qui ensuite effectivement a réussi à drainer autour de lui des tas de personnes qui chacun prend sa place. Je pense que c'est une très belle aventure, hein, les serres de Baudreville. Nous-mêmes, on n'a pas eu... on a un lieu qui est un petit peu verrouillé parce que c'est des difficultés de relations entre la commune et la communauté de communes et qui datent de très 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 nombreuses années. On espère que ça va pouvoir se débloquer dans les prochaines années. Mais par contre, effectivement, à travers le réseau des maires ruraux, j'ai été très attentif. J'étais dans les 2-3 à participer à la mission coworking auprès de Julien de Normandie, donc en 2017, jusqu'à début 2018. Et il y avait toute une définition autour du tiers-lieu. Moi, je m'en tiendrai essentiellement à deux. La première, c'est celle qui part de l'individu, qui était dans la proposition de réflexion autour de cette table ronde, et que ça sera certainement complété par notre interlocutrice suivante, notre intervenante suivante. C'est que, en fait, par rapport à ce modèle de société qui semble effectivement réduire le bénévolat à portion congrue, en fait, on se fait énormément de mal, finalement, à refouler notre profonde nature tribale. En fait, on est... l'homme et la femme, quand je dis l'homme, l'homme est un être social, ça a déjà été dit, mais encore faut-il non seulement le clamer intellectuellement, mais le mettre en pratique, et ça c'est autre chose. Et donc en fait, ce fait de se retrouver dans d'autres espaces, dans d'autres situations, que l'espace le plus connu qui est le noyau familial, que l'espace le plus normatif qui est celui de la vie professionnelle, eh bien ça a une valeur une fois qu'on le vit. Et ici, je pense qu'un certain nombre de personnes l'ont vécu individuellement. C'est quelque chose qui est extrêmement nourrissant, et on s'aperçoit que finalement, comment on a pu passer à côté de ça avant, parce que c'est effectivement dans notre nature. Il y a deux choses dans notre nature, c'est notre côté très tribal, notre rapport à la terre, qu'on a complètement perdu, et que lorsque on le retrouve, voilà, ça suscitera peut-être des échanges ensuite. Je m'arrêterai là, vous donner simplement le deuxième aspect qui me semble intéressant dans les tiers-lieux, qui est un découlement de cette situation de l'individu qui va se fondre dans un espace tiers. C'est la question de former une communauté. Et ça fait écho à ce que c'est aussi une commune. La commune, c'est une communauté, et si on ne l'envisage pas comme ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Et donc dans ces tiers-lieux, au-delà des connexions qui peuvent être effectivement créées autour du projet, eh bien, il y a une communauté qui vit, et c'est de cette vie que vont déboucher d'autres projets, etc. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est la base, et c'est probablement ce qui nous permet de faire société, d'espérer en tout cas que l'on puisse à nouveau faire société. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci du tour de table. Effectivement, le passage est fait directement sur la suite. Donc, je vous remercie aussi pour la journée qui était, en tout cas jusqu'ici et j'imagine pour la suite aussi extrêmement riche. Je vous prie juste de noter une chose, je parle avec les mains, donc je vais avoir tendance, je vais essayer de me contrôler, hein, mais c'est très compliqué pour moi de ne pas bouger, peut-être le tenir à deux mains. Donc merci pour ces interventions. Alors en effet j'ai fait une recherche sur non pas seulement les tiers-lieux, mais des espaces autres qui ne sont pas que des tiers-lieux, des espaces de coworking, des réseaux d'indépendants qui se constituent en fait en communauté. L'ensemble de ces espaces, en effet, moi je les ai interprétés comme ce qu'on appelle chez nous des communautés de pratique. En tout cas, ils font commun tous ensemble. Et donc mon intervention va partir en effet de ces transformations, les trois dont il a été question là. Je comprends pourquoi ça t'intéressait, Cathy, les discussions qu'on a pu avoir. Donc moi je repars, si on se centre vraiment sur les tiers-lieux, de la définition qui avait été donnée tout à l'heure par nos deux architectes du tiers-lieu. Je repars de la définition de Doldenberg. Le tiers-lieu, c'est un lieu tiers, un troisième lieu entre, en effet, la maison et le travail. Et de ce fait, je vais pas mal parler du travail. Moi, je suis chercheuse docteur en sciences de gestion, donc le travail m'anime pour le coup, lui aussi. Et donc dans ce tiers-lieu qui va se passer entre des lieux de production, ceux du travail, des lieux de reproduction, ceux de la famille, et pas reproduction que physiologique, mais reproduction d'un certain nombre de normes aussi, d'habitudes, va se passer un tiers-travail en fait, d'une certaine façon. Et celui-là, il est rarement évoqué, il est peu évoqué, souvent par les porteurs de tiers-lieux qui sont animés d'un projet politique, citoyen, de changement du monde, et qui pose souci dans la mise en œuvre chaque jour de ce projet-là et de la cohérence dans cette mise en œuvre. Alors on va aller chercher effectivement des outils de communication non violente, de gouvernance partagée, d'élections sans candidat par exemple, donc ça existe, des élections sans candidat pour ceux qui ne connaîtraient pas. En tout cas de refaire autrement ce qui semblait ne pas avoir d'alternative dans une forme de hiérarchique de pouvoir que vous avez évoqué tous les deux. Donc dans ces tiers-lieux, il va se passer en effet autre chose que du travail classique et de la maison classique, et pas seulement du lien social, il en a été beaucoup question. Il y a du lien social, mais il se crée dans une activité qui est faite ensemble. Alors moi, ce que j'ai identifié dans les lieux que j'ai eu à étudier, ce sont trois grands types d'activités qui en fait sont complémentaires et qui en effet permettent de relier tout ce qui s'est dit aujourd'hui. D'abord une activité qui est une activité cyclique, habituellement privée, physiologique, celle qui se fait à la maison, qui serait, je sais pas, à la maison, faire manger tous les jours pour toute la famille, et qui dans le tiers-lieu va être de remplir le lave-vaisselle dans le coworking, de ramasser les feuilles tous les jours quand elles tombent, vous faites des jus aussi, de nettoyer tout ça. En fait, cette activité cyclique-là, elle est cachée, on n'en a pas parlé. Oui, il y a des sourires, il y en a à qui ça parle, on est d'accord. C'est une activité qui est cachée et qui pourtant fait aussi partie de ce collectif. C'est-à-dire que ce collectif, ce commun, ce monde commun qu'on va créer, on ne pourra pas le faire sans partir de cette base physiologique, cyclique, encore une fois, c'est tous les jours, hein, on peut pas le lâcher. Hein, le bénévole, il s'épuise pas seulement d'aller chercher des subventions auprès des élus, mais aussi de ramasser les feuilles tous les soirs dans le jardin partagé. Donc cette activité-là, qui habituellement est privée, individuelle, elle peut se faire, ou elle devrait se faire dans les tiers-lieux aussi en commun, avec le collectif. Ce qui, soulage en partie les porteurs, les bénévoles et autres, mais aussi apprend en partie
déjà une partie du collectif, va amener vers le collectif. Ce qui m'amène vers la deuxième grande activité. Le deuxième grand type d'activité, c'est une activité cette fois-ci de co-construction de ces lieux. Ce que j'ai pu identifier, c'est que on va construire physiquement le lieu, et là pour le coup, c'est pas une activité cyclique, c'est une activité avec un début et une fin. Je vais construire la table commune. Alors, on a parlé pas mal de Fab Lab, Makerspace, enfin, qui sont attachés à une partie des tiers-lieux. Donc, ceux qui du tiers-lieu sont aussi du Fab Lab vont construire la table nécessaire aux uns et des autres. On va repeindre les murs. On va identifier, je sais pas, les carrés de potager, etc. Il y a des activités comme ça de construction, cette fois-ci non pas naturelles, physiologiques, mais bien artificielles, enfin fait de main d'homme. Il y a quelque chose de l'ordre, cette fois-ci, du faire, vraiment, de la construction, qui est ce deuxième grand type d'activité qui va laisser place. Alors j'ai bien aimé l'histoire dont tu parlais tout à l'heure. Quand on travaille sur ce qu'on appelle les communautés de pratique, il y a un récurrent qui forme le socle de la communauté de pratique, c'est ce qu'on appelle les war stories, les histoires de guerre. Et donc les anciens vont nous raconter l'histoire de guerre. On est passé par là. 2 ans après, vous vous remettez à repeindre les murs. C'est marrant, nous on l'avait fait aussi différemment. Et ces constructions-là, elles font partie de ce qui deviendra des war stories, qui forment le socle commun en fait. L'histoire commune, ce monde commun qu'on est en train de créer, et de recréer à chaque fois qu'on va recréer un meuble, un carré de... Pardon, je parle que des potagers, je suis pas hyper au point sur la nature. Enfin, je viens à vos ateliers pédagogiques de permaculture, je crois. Mais voilà, cette construction, en effet, de main d'homme, et qui est forcément collective. Pour le coup, je pouvais ranger le lave-vaisselle tout seul, je peux pas construire la salle tout seul, la table, ces éléments un peu physiques qui vont habiter le lieu. Et là, on passe très vite au troisième type d'activité que j'ai pu identifier dans ces tiers-lieux, qui est une activité que moi j'appelle citoyenne. On peut aller même jusqu'à politique, au sens de la cité, de la police-ies, qui est une activité citoyenne, qui est la reprise en main par l'ensemble de ce collectif à partir de ces activités. Presque triviales, les premières dont j'ai parlé, elles sont naturelles, elles sont physiologiques, mais aussi des activités de co-construction, et derrière, en effet, des activités où on va changer le monde. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans toutes les discussions qu'on a eues jusqu'ici, dans les questions qu'il y a eu précédemment. Ça semblerait le monde idéal, il faudrait qu'on arrive là. En fait, il s'agit non pas de changer deux mondes, mais changer le monde. Et ce changement de monde, il va se faire dans l'activité, cette fois-ci, en termes de temps, en termes de rupture. Il y a eu des choses cycliques, il y a des choses qui se déroulent avec un début et une fin. Et puis, il y a ce moment de rupture où on va créer quelque chose d'autre, un autre monde, commun à cette communauté, à ces citoyens qui sont en création, dans le lieu, ou en dehors des lieux, parce qu'il y a aussi des tiers-lieux sans lieu, mais donc dans cette communauté-là, et qui se recrée en effet un lien citoyen. En fait, ce sont des agoras, où les citoyens ensemble vont se créer comme citoyens en s'appuyant les uns sur les autres. Il en a été pas mal question. Je voulais rajouter ça. Il a été pas mal question de consentement, juste pour être sûr. Le consentement, c'est versus le consensus. Clairement, ce dont il s'agit, c'est de consentir à ne pas être d'accord. C'est de gérer le dissensus. Et de l'accepter en tant que tel, et donc de ne pas créer un faux consensus qui serait en fait du pouvoir des uns sur les autres, clairement. Et donc dans ces communautés, en effet, ces gouvernances partagées, elles vont s'asseoir sur cette idée du droit de ne pas être d'accord. Et donc, derrière, je reviens sur ma troisième activité, toujours cette idée de changement, de positionnement individuel, qui va nous amener vers le collectif de la place du citoyen, en fait. Ce qui est recréé dans ces collectifs-là, ce sont des citoyens à part entière, qui reprennent la main sur leurs activités, sur leur vie, sur leur travail.
reprendre la main, c'est quelque chose de très physique. J'en suis maître d'une certaine façon. Je redeviens maître, pas seulement de ma vie, mais de celle du collectif auquel j'appartiens, de la communauté, jusqu'à la commune, que sais-je. Le changement de monde, il est là. Hein. Il est dans cette reprise en main réellement citoyenne qui, j'arrive juste à la fin, nous ramène à la question qui était posée pour moi en fait, dans notre table ronde. Si on reprend tous la main en tant que citoyen, quid de ces institutions classiques citoyennes, des institutions de travail, mais aussi des institutions du rôle du maire, j'en sais rien, de n'importe quelle institution. Il y a des questions des régions, des départements, etc. Il y a peut-être aussi là une des difficultés qui a été évoquée souvent des porteurs de projets, de se faire entendre. Peut-être marchez-vous sur les plates-bandes d'un certain nombre de gens qui ne sont pas tout à fait sûrs de vouloir vous laisser la main. Et ce sera ma phrase de conclusion. Merci. Du coup, maintenant c'est la séance questions-réponses. Qui veut ouvrir le bal ? Merci pour cet échange très intéressant. Ah oui, j'y arrivais. Et du coup, voilà, moi ça m'inspire une grande question et réflexion. Et du coup, juste pour dire d'où je parle, je suis un ancien ingénieur dans l'aménagement du territoire. J'ai travaillé 10 ans dans la politique de la ville en mairie. Et je suis assez fasciné justement par cette dynamique, cet essor des tiers-lieux qui arrive partout en France, que moi j'inscris dans ce que j'appellerais la France alternative ou la France des alternatives. Et voilà, en fait, j'avais envie de vous inviter à la réflexion, à la dissertation autour de moi, ce qui me semble être les grands enjeux en fait de ces tiers-lieux, que moi j'identifie à mon échelle, c'est vraiment leur lisibilité en fait dans l'espace, leur visibilité, pardon. Territoriale, politique, leur ancrage aussi dans la durée, leur rapport à l'espace et à la population. Et désolé, j'ai pas trop l'habitude de parler à l'oral comme ça. Et voilà, et en fait, pour le dire autrement, en fait, finalement, ça a été bien dit en fait, finalement, dans pas mal de vos échanges, on est dans quelque chose qui est un peu de l'ordre de la niche, en fait, qui vient s'installer dans les interstices un peu de la société. Et comment, en fait, on peut mieux faire connaître ces niches, mieux les ouvrir, les connecter, les raccrocher au territoire, à leurs habitants. Parce qu'il y a des questions avec la visibilité, il y a des questions d'accessibilité aussi, je trouve, aux tiers-lieux. Et puis même, voilà, je pense qu'il y a même aussi cet enjeu qu'on a tous envie de systémisation, ou en tout cas d'influencer le système, voire de faire un peu système. Et du coup aussi, voilà, comment on peut aussi finalement inspirer la norme territoriale, voire peut-être en fait en faire un jour la norme. En organisant plein de festivals de tiers-lieux. Moi j'ai une réponse, mais elle ne va pas tellement vous plaire. Il y a un exemple de systémisation à partir plutôt de coopératives, mais enfin ce sont des tiers-lieux. C'est Mondragón, qui est une vallée au Pays Basque espagnol, qui est partie de coopératives ouvrières qui ne réussissaient pas à trouver des banques, donc ils ont fondé des banques coopérativistes pour s'aider. Et au fur et à mesure, Mondragón s'est étendu sur toute la vallée de Mondragón, avec une quantité d'entreprises diverses et variées qui vont de l'agriculture à l'industrie, au tertiaire, voilà, tout un écosystème qui s'est créé, qui est extrêmement vivace. Ils ont été créés sous Franco, donc on est 50 ans après, on va dire. Donc c'est extrêmement vivant, ça fait vivre des dizaines des milliers de personnes, plusieurs milliers de personnes, plutôt de l'ordre de 10 ou 15 000 dans mon souvenir, et ça ne s'est pas étendu. Donc en effet, c'est une utopie pratique, elle est mise en œuvre, mais elle n'a pas réussi à s'étendre jusque-là. Donc c'est pas une réponse très optimiste, celle que je vous donne. Peut-être qu'il faut plus que 50 ans finalement pour que ça s'étende, ce type d'expérience-là. La deuxième réponse est clairement une question de légitimité.
En effet, il en a été pas mal question. Oui, ce sont des modes de travail, de vie, d'appropriation de l'espace alternatif. Un certain nombre de ces espaces ou des porteurs, il faut que je dise, j'arrondisse un peu les angles, pas forcément, alors soyons cash, sont très contents d'être dans l'alternatif. Il y a quand même parmi les porteurs des gens qui se disent, après tout, nous sommes une oasis, en effet, au milieu de ce désert abominable, et on est les bons, les purs, les gentils. Une fois que ça s'étend, voilà, on sera trop nombreux à être gentils. Enfin, c'est quand même, c'est rassurant de se dire qu'on est porteur d'un projet qui change le monde. Mais pas forcément avec tout le monde. S'il n'y a plus de monde à changer, mais voilà, il y a plus de monde à changer. C'est le paradoxe de la valeur de l'ouverture à tous qui est dans tous les tiers-lieux, mais comment la réaliser aussi et la pratiquer. Jusqu'ici, c'est pas si facile que ça, en fait. Ça fait partie peut-être des raisons d'être, des missions, ce que vous voulez. Dans les faits, ils ne sont pas si ouverts que ça. Enfin, même les grands voisins, tout le monde ne rentre pas aux grands voisins. Gratuit ou pas, on n'y rentre pas parce que la signalétique, le look de cet endroit est particulier. Je vais être vilaine. Tout le monde ne rentre pas ici, là, aujourd'hui, avec nous. Outre le fait qu'on est loin du parking, je sais pas quoi. Le lieu avec quoi des coussins sur le sol. Enfin, quel est cet endroit étrange. On va pas vraiment s'asseoir assis. Bon, finalement, il y a des chaises au milieu du transat. L'ouverture, elle a beau être gratuite et les portes ouvertes, c'est pas une ouverture à tous non plus. Donc, voilà. L'ouverture, elle, pour que ce soit une vraie agora, je sais pas, il faudrait qu'on soit tous sur la place du village. Enfin, ouverte. Pour la session 2 du festival. Et encore, peut-être, certains regarderont un de loin. En tout cas, c'est un travail à venir, c'est pas fini. Puis ça re-questionne aussi le pouvoir, en fait. Je suis effectivement dans mon oasis à mon échelle, mais dès que je veux agrandir, ça veut dire que d'autres peuvent venir et peuvent prendre le pouvoir, alors qu'aujourd'hui c'est moi qui l'ai. Donc ça re-questionne effectivement la place de chacun, le rôle de chacun. Et oui, on n'est pas au début, mais voilà, on a encore de quoi progresser. Ça veut dire quoi, qu'il y aurait comme une espèce d'injonction à être d'accord? Enfin, il faudrait absolument qu'on soit d'accord. Non mais parce que je reprends ce que vous disiez, monsieur le maire, sur celui qui doit quitter la table, c'est finalement celui qui pense que quelqu'un doit la quitter. Mais donc ça ouvre évidemment la porte à la critique. Alors pardon, je suis peut-être pas très clair, mais quand vous disiez tout à l'heure que tout le monde ne vient pas ici, je veux dire, à la fois c'est regrettable, et quelque part, peut-être que est-ce qu'on est entre gens qui voudrions être d'accord, et dans ce but-là, finalement, peut-être inconsciemment, on générerait des choses qui, sans que ce soit délibérément de notre part le fait d'écarter une certaine catégorie de population, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, j'essaie d'aller vite et j'essaie de clarifier mon propos, mais quelque part il y aurait comme une injonction à être d'accord, c'est-à-dire que, parce que là moi par exemple je suis très intéressé par tout ce qui se passe ici, mais quelque part je regrette un peu que vous disiez, et en même temps je pense que vous avez raison, que tout le monde ne vient pas dans ce lieu. Moi, je pose la question de l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? En fait, je pense que l'erreur, c'est qu'on veut imposer son modèle voisin. Et qu'en fait, le tiers-lieu, il est ouvert aux gens qui aiment les tiers-lieux et ce type de façon de vivre. Je reprends l'exemple des personnes victimes d'inceste. Nous, le projet qu'on propose, ça correspond à un certain type de gens qui ne trouvaient pas dans les hôpitaux ou autres leur bonheur. Mais je pense que l'erreur, c'est de vouloir normaliser ce que nous, on trouve chouette.
et qu'à mon avis, une société inclusive, c'est une société où il y a des entreprises capitalistes, des coopératives, et en gros qu'on accepte finalement la différence, et qu'on accepte ce vivre ensemble, à savoir un conflit de base qui est qu'aucun être humain n'est pareil, et donc personne n'a les mêmes besoins, et donc juste tolérer le fait que l'autre à côté, il aime bien vivre dans le bar PMU, pendant que nous on préfère un petit tiers-lieu bobo, voilà, chacun son truc quoi. Oui. Et pourtant on sent bien que ce dont on parle ici est un peu en minorité quand même. Donc l'inclusion ? Non, sûrement pas. Les tiers-lieux, on sent que c'est un modèle qui pousse, mais ça bouillonne. On sent qu'en France, on est, enfin, pas qu'en France d'ailleurs, qu'il y a quelque chose, il y a un bouillonnement par rapport à toutes ces questions. Mais que c'est quand même un peu en minorité par rapport à d'autres forces en présence qui finalement ont un peu peut-être le dernier mot alors. Est-ce que c'est grave ? Une dernière question ? Juste une question, après avoir observé pendant quelques temps divers endroits et venu aujourd'hui ici. Oh, c'est bon. Merci. Juste une question sur les phénomènes de classe. En visitant tous les lieux que j'ai vus, ou même participé à beaucoup de choses, j'ai le sentiment presque de... Moi, je trouve ça extraordinaire. Hein. J'ai participé beaucoup à des expériences, voisins, grands voisins, à des friches culturelles, plein de choses comme ça. C'est toujours merveilleux. Après, se pose toujours le problème du modèle économique, qui est toujours une grande problématique, parce que c'est là où ça vit, où ça meurt. Mais c'est que je trouve toujours étrange que ceux qui auraient plus le besoin de ce tiers-lieu, ce que j'appelle l'ailleurs, cette nécessité de quitter en même temps la société, mais l'ailleurs, que je tiens beaucoup d'un point de vue philosophique et poétique, eh bien, ces gens-là, on ne les retrouve pas. C'est-à-dire les exclus, quoi. Mais quand je dis les exclus au sens large du terme, c'est-à-dire ceux qui vraiment n'ont pas beaucoup la parole, ou pas du tout la parole, parce que cette parole, ils n'arrivent pas à la prendre, on ne leur laisse pas, et ils ne sont pas à l'aise dans ces mondes-là. Je pense que les tiers-lieux, moi j'ai participé à beaucoup de lieux qui étaient dus plutôt à la culture. Hein. Par exemple, je me suis rendu compte que dans les lieux de culture, à part des expériences qu'on essayait de pousser dans la marge, les gens n'y trouvaient pas leur place, parce que simplement pendant longtemps, les gens ont imaginé qu'aller au théâtre, c'était pas pour eux, même si on a réussi à faire des démarches, petit à petit à les amener, mais après, de même, ils n'y retournaient pas. C'est pas pour moi le théâtre, c'est pas mon monde l'opéra, c'est pas pour moi le concert, c'est pas pour moi. Donc j'aimerais bien que les tiers-lieux soient des lieux où les gens se disent, c'est aussi pour moi. Donc c'est le côté inclusif que j'imagine est non pas une utopie, mais un désir profond. J'ai pas forcément la réponse, hein, parce que... Si je peux me permettre, je trouve qu'en tant qu'élu, que j'ai beaucoup fréquenté l'élu aussi, si vous mettez en pratique tout ce que vous dites, vous êtes l'élu idéal. On l'a fait, voilà. C'est très gentil à vous. Et, je suis un des élus de mon propre village et puis voilà, ça durera ce que ça durera, mais je peux vous confirmer par contre que c'est épuisant parce qu'effectivement conserver de la bienveillance quand on est soi-même finalement on reçoit beaucoup de communication violente, c'est pas facile. Voilà. Non, mais la question que vous posez, on la voit également dans ce qu'on peut appeler justement la participation, la coopération démocratique, la participation citoyenne. Évidemment, les catégories socio-professionnelles les plus confortables se payent le luxe de cette participation bien souvent. Et ceux qui sont les plus aliénés dans la société, pour revenir à un discours un peu marxiste, mais je sentais un peu sous-jacent dans votre analyse. Bon, très bien, voilà. De toute façon, définitivement, vu l'état du capitalisme, on sait que Marx a eu quand même assez raison sur le fond. Après, c'est ce qu'on a dit de Marx qui peut-être, effectivement, peut prêter plus à débat. Mais son diagnostic était assez correct, je pense. Il s'avère de plus en plus, en tout cas, cinglant de ce point de vue-là. Mais
bon, c'est peut-être mettre une charge quand même extrêmement forte sur les tiers-lieux, c'est-à-dire est-ce que les tiers-lieux qui sont effectivement ces modèles de communautés nouvelles et qui sont probablement effectivement un contre-pied au délitement de la société, est-ce que ces modèles-là, ces lieux-là vont pouvoir répondre à cette question-là qui effectivement se pose depuis la nuit des temps quasiment, depuis que les rapports de force ont été instaurés, et ça précède bien la société post-industrielle ou la société industrielle, et y compris celle du Moyen-Âge. Voilà. Donc c'est mettre beaucoup de pression sur le tiers-lieu. Moi, le début de réponse que j'ai, et au regard aussi des expériences qu'on a pu avoir dans notre village, je pense qu'on peut les retrouver à l'échelle finalement de tout tiers-lieu, sauf si à un moment donné, le tiers-lieu c'est juste un coworking entre cadres supérieurs avec attaché-caisse. Bon, là effectivement on va rester dans son milieu et dans son jus. C'est qu'en fait la participation de chacun, elle dépend de chacun. Chacun a sa forme de participation. Donc l'idée qui me semble la plus intéressante, c'est comment on va aller chercher une forme de participation. Alors je donne un exemple très simple. Nous, on a un poulailler pédagogique qui est sorti d'un comité consultatif. La plupart des projets sur la commune sont sortis de comités consultatifs. Quelqu'un qui dit voilà ça, et puis après le collectif s'empare de l'idée où ça part en sucette et donc on n'en parle plus. Mais si le collectif s'en empare, c'est que l'idée est bonne en général, et c'est comme ça, elle fait son chemin, elle s'affine, et c'est sorti cette idée de poulailler pédagogique. L'idée c'était aussi de montrer quel était le rôle de la poule et tout. Voilà, pour beaucoup de néo-ruraux notamment, et puis de notre secteur, c'est quand même le cas. Même si je pense que tout le monde a conscience que l'œuf vient de la poule, malgré tout, il y a des bons... non, parce que voilà, il y a quand même des gens qui appellent des fois en mairie parce qu'il neige. Donc, il neige. Il y a un rapport, on parlait du rapport à la nature, qui est devenu quand même assez extraordinaire chez une partie de la population et qui est vraiment un symptôme d'une société malade. Et donc l'idée c'est de faire toute la pédagogie autour, la question du déchet, la question de l'alimentation locale, tout ce qui va avec, et voilà. Alors effectivement, il va y avoir ceux qui vont être plus dans la conception et de se dire voilà ça servira à ça et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé quand l'idée du poulailler pédagogique est sortie? On a remis une couche de communication en direction de l'ensemble des habitants, en disant voilà, il y a cette idée, mais on ne sait pas si on va le faire. Par contre, il va falloir des gens pour aider au niveau du poulailler, essayer de se relayer, parce que les poules, ça va pas marcher tout seul et tout. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait aussi des personnes qui étaient prêtes à participer à un projet collectif, mais qui n'avaient pas du tout envie de faire 1 minute de réunion. Par contre, être là, pour aider manuellement, etc., y compris après, intellectuellement, pouvoir faire des suggestions, mais dans des moments d'action, il y a aussi cette partie de la population. Donc j'aurais tendance à dire, la voie, ce qui permet de répondre à cette question-là, sur un enjeu quand même qui est millénaire, donc pas forcément les tiers-lieux qui ont la solution tout de suite, c'est de trouver effectivement les voies pour aller chercher des participations différentes dans le projet. Et plus il y aura de participations différentes dans le projet, plus il y aura une organisation avec des gens qui ont réellement des profils différents et des capacités, des capacités, je ne veux pas utiliser ce mot, mais voilà, des compétences, des appétits qui peuvent être effectivement différents. En tout cas, ça se traduit comme ça sur un certain nombre de projets, et je ne vois pas d'autres réponses pour l'instant. Merci à tous les 4 pour ces propos qui nous amènent vers la suite et d'autres perspectives.